la même vision des rapports de force internationaux. Trump, il Je suis veut pas du d'accord. deal. Je pense qu'ils ont Vous n'êtes pas d'accord? La même Non, vision. non, Sur le non, coup, non. oui. Une vision très proche des rapports de force. Absolument. En tout cas, Trump... Que les grandes puissances doivent avoir, ont légitimement une zone d'influence dans lesquelles les pays satellites, on va dire, eh bien, ont une souveraineté limitée. Si demain le Mexique annonce son entrée dans une alliance sécuritaire avec la Russie, par exemple, ou la Chine, ça plaira pas du tout à Donald Trump. Et donc, il comprend très bien la posture de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Mais juste un mot quand même sur ce tête-à-tête. Il faut se rappeler que pendant le premier mandat, ça donnait le vertige, ces tête-à-tête, à l'équipe de Trump. Et en 2018, il a carrément arraché ses notes à son interprète en exigeant qu'elle garde un secret absolu sur ce qui avait été dit. Donc on est dans une opacité totale. Et la différence avec le premier mandat, c'est que là, il n'y a plus les adultes dans la pièce comme on les appelait à l'époque. C'est-à-dire des gens qui pensaient qu'ils devaient plus fidélité à la Constitution et au drapeau qu'au chef. Et en l'occurrence, donc, on est dans quelque chose de beaucoup moins équilibré. On est à moins d'1h45 du début de ce sommet. Vous l'évoquiez, ça va commencer par un tête-à-tête sans conseiller avec interprète. Mais à l'issue de ce tête-à-tête, il y aura des membres de la délégation à la fois russe et américaine qui vont rejoindre les deux présidents. Regardons qui forme cette délégation russe, qui sont les hommes du président Poutine en quelque sorte. On va voir leur nom apparaître dans quelques instants, mais on sait qu'il y aura notamment Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, Ushakov également, qui est un conseiller très proche. Voilà, on voit les noms. Yuri Ushakov, conseiller en politique étrangère, le ministre de la Défense, le négociateur économique, Hugues Pernet, Monsieur l'ambassadeur. Qui sont ces hommes? Ce sont quand même des diplomates chevronnés. Je crois que d'abord, ce sont des diplomates chevronnés et j'espère que l'avion, pour eux, ne va pas tomber dans l'Arctique parce que vous auriez plus d'autorité russe. Non, ce sont des négociateurs chevronnés et qui sont là justement pour démontrer, c'est le narratif russe, pour démontrer qu'ils sont là, qu'ils sont venus là pour négocier, pour trouver une solution, pour rechercher une option. Et c'est très important. Et il y a un élément qu'il faut souligner sur le tête-à-tête, c'est que Trump et Poutine sont des hommes de la même génération. Et il y a un conflit générationnel entre ces deux hommes qui sont justement une vision des rapports de force qui est tout à fait similaire, et des jeunes dirigeants européens ou ukrainiens qui sont d'une autre génération et qui ont une autre vision. Et donc, vous avez une proximité intellectuelle, c'est comme ça, entre ces deux hommes. Et ça fait peur parce qu'ici, ils sont obsédés par la domination du monde. Deux puissances nucléaires qui se rencontrent tête à tête, en sachant qu'est-ce qu'ils ont fait à Helsinki en 2018. Même en 2017, quand il est... En fait, Poutine a l'influence sur Trump parce qu'il est quand même plus âgé que lui. De toute façon, il a l'influence sur Trump. La question, est-ce qu'ils vont partager le monde et quelle place est pour nous aujourd'hui dans ce partage? Et on voit ces images en direct. Mais on oublie qu'il y a un agresseur, un agressé en fait. Non, moi je n'oublie pas. On parle d'un cessez-le-feu, mais finalement, ça a été dit, l'économie russe va très mal. C'est pour ça que Vladimir Poutine est allé à Anchorage. Parce qu'en fait, il va très mal. Donc, il suffit que Donald Trump, les Européens l'ont fait, il suffit que Donald Trump mette des sanctions secondaires sur l'Inde, sur la Chine. Regardez ces images en direct. Pardon, je vous interromps. Alaska 2025, on voit ce tapis rouge. Ce sont des images qui nous proviennent donc de la base militaire où aura lieu cette rencontre, ce face-à-face entre Donald Trump et Vladimir Poutine avec ces avions de l'armée de l'air américaine. Général Pellistrandi, consultant défense BFM TV, c'est une image qui va compter, c'est une image qui sera historique parce que Donald Trump va accueillir Vladimir Poutine à sa sortie d'avion. Oui, mais c'est surtout un message. Ces 4 avions sont dernière génération d'avions de combat américains. C'est des appareils ce qu'on appelle de 5e génération. Donc très clairement, c'est un signal de force envoyé à Vladimir Poutine. Parce que les Russes, ils n'ont pas l'équivalent. Et donc ça, c'est un signal quand même qui est très symbolique. C'est-à-dire qu'on voit qu'on va être dans le rapport de force entre
voilà, entre deux hommes, entre deux mâles dominants. Et là, ça participe à la démonstration de la puissance militaire américaine. Hugues Pernet, Donald Trump veut montrer les muscles. Absolument, mais il a déjà commencé à le faire. Et ça, c'est une chose qui nous a un peu échappé. Mais il y a quelques semaines, au moment des attaques israéliennes et américaines sur l'Iran, M. Trump a rappelé son initiative de Dôme doré, qui est une initiative fondamentale. Et M. Poutine a très bien compris le message. Ça veut dire, on réécrit l'histoire. M. Reagan a mis à genoux l'URSS avec la guerre des étoiles, et M. Trump menace indirectement M. Poutine de relancer la course aux armements de manière à le mettre à genoux. Le message a été certainement reçu en Russie, et donc ça a été une démonstration de force. Il y a eu la démonstration de force des sous-marins, et ensuite, il a quand même un peu tordu le bras de M. Poutine en lui disant de 50 jours, on passe à 10 jours. Et ça, je crois qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que nous, il nous manque dans l'équation des données, des informations, mais M. Trump les a certainement. Avec le réseau de satellites qu'il a, il connaît la situation militaire réelle et non pas celle qu'on a sur les plateaux. Il a certainement vu que les Russes allaient prendre une initiative militaire. Et il a anticipé la chose en réduisant Oui, mais on ne peut pas gagner la guerre en 2 jours, même sur le terrain. C'est très bien. 10 km, c'est rien par rapport de tout ce qui... Ça, c'est rien. Général Pellistrandi, on voit cette image en direct donc, de cette base à Anchorage, en Alaska. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un site qui est absolument immense, 3 fois la taille de Paris, c'est ça? Oui, c'est une base militaire extrêmement importante parce qu'en fait, elle assure toute la défense, on va en quelque sorte dire, du continent nord-américain. Elle couvre en quelque sorte le côté, du côté oriental de la Russie. Donc c'est une base extrêmement importante, environ 10 000 militaires, avec les employés civils, les familles, c'est 30 000, c'est-à-dire en gros 10% de la ville d'Anchorage, avec des installations conséquentes, et notamment des appareils extrêmement modernes, F-22 et F-35, techniquement, donc ce sont des appareils de dernière génération, et qui démontrent en fait la supériorité technologique américaine sur les appareils russes. Donc c'est vraiment une pièce maîtresse avec un avantage, bien entendu, c'est qu'elle est totalement sécurisée et qu'elle permet donc en quelque sorte, d'une part, de garantir la sécurité de la rencontre entre les deux dirigeants, et puis en même temps, d'être dans une ambiance, entre guillemets, un peu guerre froide. Le climat, d'ailleurs... Elle a joué un rôle important, d'ailleurs, cette base dans la guerre froide. Bien entendu, il faut comprendre que, en fait, une partie de la guerre froide s'est jouée dans ces régions du Nord. N'oubliez pas que l'extrémité est de la Russie est à quelques dizaines de kilomètres de l'Alaska. Et donc, il y avait... Même si le dispositif a été allégé par rapport du temps de la guerre froide, l'Alaska, c'était vraiment un des éléments clés de la défense nord-américaine. Mais est-ce que cette démonstration de force générale, est-ce que cette démonstration de force affichée par Donald Trump peut avoir une forme d'incidence, d'influence sur son homologue russe? Oui, parce que, effectivement, comme le disait monsieur l'ambassadeur, les Américains connaissent parfaitement l'état de la défense russe. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Et la façade, en quelque sorte, de la défense russe n'est pas aussi glorieuse que Vladimir Poutine ne voudrait le prétendre. Si donc ça, c'est aussi un élément qui est extrêmement important. Effectivement, il faut renforcer. Voilà. Renforcer un colosse au pied d'argile quand même, la Russie aujourd'hui, malgré toute leur volonté de se remettre comme un pays héritier de l'ex-URSS, c'est moins de 2% du PIB nominal mondial comparativement aux États-Unis à 25 ou 26%. Donc c'est absolument pas comparable. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a été sur une posture, la Russie ne peut pas gagner cette guerre, mais tant qu'on ne change pas de paradigme pour dire la Russie doit perdre cette guerre, on restera toujours confronté à la menace, parce que cessez-le-feu ne veut pas dire guerre finie. Les Russes ont violé déjà une vingtaine de cessez-le-feu depuis 2014. Donc c'est pour ça que Zelensky dit attention, Poutine est bluff, il trompe tout le monde. Et donc il ne faut pas se leurrer. Ils resteront une menace. Et les pays de l'Europe de l'Est, la Pologne, les pays baltes et tout, ils sont toujours sur le qui-vive parce qu'ils comprennent que si Poutine gagne en Russie, prochaine cible, ça va être ces pays de l'ancien espace de Varsovie en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit sur la posture. La Russie doit perdre cette guerre.
Ulrich Bouna sur cette image. Justement. Ouais, je serais un peu plus dubitatif en fait, désolé, hein, mais je pense pas que 4 avions de chasse impressionnent Vladimir Poutine. On est véritablement dans la même démonstration qu'avec les 2 sous-marins qui n'ont absolument pas impressionné Vladimir Poutine, qui parle parfaitement la grammaire nucléaire. Donc oui, effectivement, l'armée américaine est bien supérieure à l'armée russe, mais il n'y a aucun problème. Vladimir Poutine le sait. C'est pour ça qu'il adopte des stratégies de guerre hybride contre nous. C'est parce qu'il a bien conscience que la Russie est plus faible. Donc oui, effectivement, l'armée américaine est beaucoup plus importante, mais c'est pas le cœur du problème. Lorsque M. Lavrov arrive ce matin à Anchorage avec son suite URSS, ça montre quelque chose. Ça montre que pour les Russes, ce qui se joue aujourd'hui, c'est un retour au temps d'avant, pas parce qu'ils veulent revenir à l'Union soviétique, mais parce qu'en fait, c'est le retour au duopole, où finalement les Américains, enfin les Russes parlent les yeux dans les yeux avec les Américains, et c'est ça qu'il obtient Vladimir Poutine aujourd'hui. Il va sans doute y avoir des discussions sur la prolongation du traité de limitation des armes nucléaires, donc le New START. Déjà, rien que ça, en fait, ça prouve que, enfin, si ça se produit, et c'est probable que, en tout cas, Vladimir Poutine le souhaite, ça prouverait déjà, rien que ça, que finalement la Russie, en tout cas c'est comme ça que ce sera présenté par les Russes, revient au statut de superpuissance quasiment au niveau égal de Donald Trump. Alors que l'on voit toujours ces images en direct d'Anchorage, en Alaska, sur cette base militaire qui est située à quelques kilomètres d'Anchorage. Vous voyez ce tapis rouge, ces avions. C'est vrai, il y a du mouvement parce que Donald Trump va arriver de manière imminente. On nous annonce une arrivée du président américain aux alentours de 20h10. Il va lui-même accueillir Vladimir Poutine sur cette base militaire. Général Jérôme Pellistrandi, d'un mot, que peut-on attendre de ce sommet qui va commencer dans un peu moins d'1h30 maintenant? Un mot. Bonne question. on peut attendre tout et son contraire. Voilà. Oui. C'est ça la difficulté, c'est que aujourd'hui personne n'est capable, y compris Donald Trump. Peut-être que Vladimir Poutine, lui, a plus de certitude sur ce qu'il veut. C'est un peu l'heure de vérité aussi. L'heure de vérité. On continue la guerre ou on cesse les hostilités temporairement ou durablement. Ulrich Bouna, Philippe Gély. Un mot. Non, je pense qu'effectivement ça va être compliqué, mais après l'un comme l'autre, que ce soit Vladimir Poutine ou Donald Trump, ne peuvent pas se permettre que ce soit un échec complet. Donc il y aura forcément des avancées, peut-être pas sur l'Ukraine, mais sur d'autres sujets. Et donc les deux le présenteront comme une grande réussite avant probablement un nouveau sommet. Et rapidement, Philippe Gély, ensuite Macha. À mon sens, le rapport de force, il existe à tous les niveaux, y compris dans le tête-à-tête et dans le sommet lui-même. 2 chiffres, c'est la 7e fois que Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine. C'est la 49e fois que Vladimir Poutine a un tête-à-tête, un sommet avec un président américain. Il en a eu 5 depuis le début du siècle, du millénaire. Et donc, pour lui, c'est pas la routine, mais pas loin. Et je pense qu'il a un plan tout à fait arrêté dans sa tête pour savoir comment manœuvrer Donald Trump. Et pour nous, les Ukrainiens, en tout cas moi, je le ressens, l'espoir contre la peur contre l'espoir. Il faut garder l'espoir. Est-ce que c'est manœuvrer Donald Trump ou promouvoir ses intérêts? En tout cas, les Ukrainiens, la seule chose qui les rassure, c'est que quelle que soit l'issue et les documents qu'ils vont signer ou pas, eux, ils font confiance à l'armée ukrainienne qui, sur le front, est face à la menace russe et ils savent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent compter sur la coalition des volontaires et sur l'Europe. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir été avec nous sur ce plateau. Restez avec nous sur BFM TV, puisque dans quelques instants, cette édition spéciale se poursuit. On va continuer à guetter cette base militaire d'Anchorage avec vous, Maxime Switek, et guetter bien sûr l'arrivée d'Air Force One dans les airs dans quelques instants. Évidemment, bonsoir à tous les deux, bonsoir à toutes et à tous. Édition spéciale sur BFM TV, la rencontre Donald Trump, Vladimir Poutine. C'est maintenant, c'est ce soir et c'est en direct. Le moment de vérité pour l'Ukraine, après plus de 3 ans de guerre, avec peut-être ce soir, peut-être un espoir de cesser le feu. On va le vivre tous ensemble en direct sur BFM TV. Les 2 présidents américains et russes face à face en Alaska, à Anchorage. Ils doivent arriver sur place, vous l'avez compris, d'un instant à l'autre. C'est Donald Trump qui doit arriver pour accueillir ensuite Vladimir Poutine. Ce sera l'une des images que l'on va guetter évidemment ce soir. Image en direct d'ailleurs de la base américaine d'Elmendorf-Richardson. C'est donc en Alaska
l'Alaska. Et c'est là que tout va se passer. On va voir cette image en direct. C'est là que les reporters de BFM TV se trouvent. Bien sûr, Laurent Saïm, Antoine Lard, Axel Monnier également avec nous ce soir. Les voici. Mais nous sommes aussi, bien évidemment, du côté de l'Ukraine, du côté de Dnipro avec Nicolas Coadou. On est du côté du fort de Brégançon. C'est là qu'Emmanuel Macron va guetter lui aussi ce qui se passe du côté de l'Alaska. On retrouvera Hugo Capelli tout au long de cette soirée. Édition spéciale qu'on va vivre tous ensemble en direct sur BFM. On sera aussi évidemment du côté de la Russie. Mais priorité au direct, priorité à l'Alaska. On va retrouver l'une de nos envoyés spéciales, Laurent Saïm. Bonsoir Laurence. Je le disais, c'est une question de minutes. La première image que l'on va voir ce soir, c'est donc l'arrivée de Donald Trump qui va arriver encadré par ses chasseurs américains, ses avions de chasse américains. Oui, absolument. Donald Trump a pris son avion Air Force One ce matin et dans l'avion, ce qui